مشكورا. شكرا جزيلا سيد الرئيس. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement les membres du comité d'organisation pour leur invitation et pour l'accueil chaleureux. Alors ma communication, je l'ai intitulée Maurice Merleau-Ponty et la phénoménologie de la peinture. Mais Maurice Merleau-Ponty est sans aucun doute l'un des plus grands philosophes du XXe siècle. Il est l'un des fondateurs de la philosophie phénoménologique en France. Au cours de son travail philosophique, qui considère la perception comme la voie royale de toute connaissance, il fait de la peinture une dimension fondamentale car elle est un moyen efficace pour approfondir le problème de la perception à travers l'inédit du visible que le peintre donne à voir. Donc l'objectif que je vise à travers cette communication, c'est de mettre l'accent sur la vocation phénoménologique de la peinture dans la philosophie phénoménologique de Maurice Merleau-Ponty. Donc je suivrai un cheminement en 3 étapes. Je commencerai tout naturellement par une sorte de préambule dans lequel j'essaierai de mettre l'accent sur les tenants et aboutissants de la phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty. Après, j'essaierai de définir le statut qu'occupe la peinture au sein de la philosophie de Maurice Merleau-Ponty. Et finalement, je finirai par jeter un coup d'œil sur un peintre très cher à Maurice Merleau-Ponty, à savoir Paul Cézanne. Alors, je me suis basé donc dans cette communication sur 3 livres de Maurice Merleau-Ponty. Le premier, c'est Phénoménologie de la perception, l'œil et l'esprit, et sens et non-sens. Issue de Husserl, la phénoménologie est une philosophie pour laquelle le monde est toujours déjà là, avant la réflexion comme une présence inaliénable. Elle est une méthode qui cherche à retrouver ce contact naïf avec le monde en faisant table rase de tous les préjugés, par le biais, bien entendu, du retour aux choses mêmes, pour dégager l'essence de la perception. Donc la compréhension de la perception est capitale dans la philosophie de Maurice Merleau-Ponty. Pour bien saisir la portée de la pensée de Maurice Merleau-Ponty, il faut bien évidemment commencer par comprendre ce que Maurice Merleau-Ponty entend par la perception. Alors, la perception, c'est la première opération du corps dans le monde. Elle est la voie d'accès à la vérité, car elle est le point de départ de tout processus de connaissance. Donc, l'expérience de percevoir est notre moyen de communication avec le monde dans lequel on est jeté, puisque et nous et ce qui est, c'est-à-dire les étangs, ou au sens où les entend Martin Heidegger, c'est-à-dire autrui et les choses, ne sont à vrai dire que sous la forme d'apparaître. Le monde est dans cette optique, nous apparaît en tant que forme. Je cite Merleau-Ponty, la perception n'est rien que l'expérience de se rendre présent à l'apparaître des choses. Fin de citation. C'est une citation que j'ai extraite de notes de cours données par Maurice Merleau-Ponty au Collège de France en 1950-1961. Donc c'est donc mon corps vécu ou mon corps propre qui voit et qui regarde les objets situés dans son entourage. Parce que le corps propre, il est entendu par Maurice Merleau-Ponty comme étant le metteur en scène dans notre expérience perceptive. C'est donc le corps, il a pour moyen le regard. C'est donc par le regard que notre compréhension du monde s'effectue, parce que l'œil, c'est un organe de sens déterminant, voire précieux. C'est donc mon corps propre, véhicule de mon être-monde. L'être-monde, il est véhiculé par le moyen du corps propre qui me rend possible ma perception du monde, puisqu'il se matérialise par lui, c'est-à-dire par le biais des 5 sens. Cependant, la prééminence est donnée à la perception visuelle dans la mesure où le regard est l'attitude primordiale de l'homme devant le monde. C'est une attitude grâce à laquelle la compréhension du monde est possible. Aussi, du fait que le monde n'est pour nous que sous la forme d'un apparaître. Par ailleurs, la perception se subdivise, selon Merleau-Ponty, en 2 modes. Il y a d'abord la perception des choses et la perception d'autrui. Alors ces 2 modes se matérialisent à travers la perception de l'espace.
qui se fait toujours, comme nous l'avons déjà mentionné, dans la perspective, c'est-à-dire par profil, puisqu'il dépend de la position du sujet percevant. Cela relève du fait que l'espace nous permet de voir les choses selon leur orientation, c'est-à-dire en termes de haut et de bas, de largeur et de profondeur, de mobile et d'immobile. C'est la perception donc de l'espace qui nous renseigne sur l'existence du monde, car, comme l'exprime Merleau-Ponty, je le cite, « Il y a pour moi un monde parce que je ne m'ignore pas. Je suis non dissimulé à moi-même parce que j'ai un monde. » Fin de citation. Donc l'homme est un être au monde, au sens où l'entend Heidegger dans « être étant ». En ce qui concerne la perception de la chose, elle est tributaire de la perception du temps, car la chose, je cite Merleau-Ponty, se donne à moi originairement, c'est-à-dire en personne, en chair et en os, en original. En ce qui concerne la perception d'autrui, elle se matérialise par le truchement de son corps. Je perçois autrui comme ayant un corps semblable au mien, c'est par le regard qu'autrui m'est donné comme un double de moi-même, voire un autre moi-même. En outre, autrui est perçu par le biais de son corps, comme porteur d'un comportement, car quand je regarde autrui, c'est l'expressivité de son corps que je vois, c'est-à-dire son regard, son visage, ses mouvements. Cependant, ma perception d'autrui s'avère déficiente, car d'une part, elle est limitée à celle de sa structure, d'autre part, elle ne me livre pas autrui en chair et en os, comme c'est le cas pour la perception de la chose. C'est là justement où doit intervenir le langage, car premièrement, parce que les perceptions sans langage tomberaient sans tarder dans l'inconscience, deuxièmement, vu qu'autrui ne se donne pas à moi à la manière de la chose, mais il se dévoile en moi par le langage. Donc la communication avec autrui est d'ores et déjà nécessaire parce qu'il nous permet de nous rendre compte qu'autrui et moi percevons la même chose, voire une existence indépendante de nos subjectivités, puisque grâce au langage, nous pouvons effectuer le déplacement de moi à nous et de nous à soi. Donc le véritable accès aux choses mêmes se réalise dans cette perspective grâce au langage qui nous permet de rompre le silence et l'anonymat. Donc la pensée n'est pensée que dans le langage. C'est le langage qui l'a fait être, et c'est lui également qui fait sortir les choses du statut du néant à celui de l'être. J'en arrive maintenant à la phénoménologie de la perception, entendue comme étant une pensée de l'être par le corps. Donc pour Merleau-Ponty, il existe 3 modes de pensée de l'être de l'homme. D'abord par la sexualité, parce que le corps humain, l'être humain de manière générale, c'est un corps, et du moment qu'il est un corps, il est par définition le produit fortuit d'un rapport sexuel entre le corps d'un homme et le corps d'une femme. On peut penser l'être de l'homme par le biais de son corps, car le corps humain est porteur de comportements. On peut finalement penser l'être de l'homme par le truchement de la raison ou de la pensée. Donc pour Merleau-Ponty, c'est par son corps que l'homme peut être compris, c'est par son corps que l'homme perçoit autrui et le monde, c'est par son corps que se matérialise l'acquis du langage qui lui permet de communiquer avec ses semblables, c'est par son corps également que se réalise la sexualité. Bien évidemment, les maladies, les accidents, la mort atteignent l'homme dans son corps. Si l'on veut donner une définition à l'homme, on dirait qu'il est un être ayant un corps. Bien sûr, l'homme, quand il est né, bien sûr, il est assez vieux pour mourir, comme l'a si bien dit Heidegger, c'est un être pour la mort, il existe pour la mort, pour attendre la mort. Son existence, c'est l'intervalle qui sépare la naissance de la mort. D'où l'importance de la dimension temporelle. Donc, l'homme est indissociable du temps, il est un être temporel car son existence est limitée dans le temps. Bien évidemment, dans ce temps limité,
qui lui est accordée, l'homme, conscient de son existence éphémère, cherche à saisir son être et celui du monde dans lequel il est jeté, en communiquant avec les autres, avec ses semblables, car l'existence d'autrui lui est indispensable. Quand l'homme est né, il a besoin de plusieurs choses, entre autres ses parents, sa famille, une langue qui lui permet d'entrer en contact avec ses semblables. Quand il grandit, il s'émancipe petit à petit de la tutelle d'autrui pour devenir plus ou moins autonome. Néanmoins, toute importance qu'elle paraît, l'existence d'autrui, il peut aussi bien lui rendre facile la vie que la lui compliquer. Bien évidemment, l'existence d'autrui, l'existence de l'homme de manière générale ne peut avoir de sens qu'à partir du point de vue que porte autrui sur elle. Cela dit, l'homme peut très facilement se soumettre à l'opinion des autres. Heidegger parle de la dictature du « on » pour se construire une vision du monde. Donc l'homme voit à travers les yeux des autres. Donc pour s'en émanciper et pour se construire une vision propre du monde, l'homme a besoin d'être guidé par un mode de pensée opportun, fondé bien évidemment sur l'exercice et la pratique de la pensée. La philosophie, la littérature, l'art, la science, entre autres. Bien évidemment parce que toutes les disciplines, ils sont considérés à juste titre comme étant des moyens qui permettent de penser. C'est ce que dit Gilles Deleuze dans son livre intitulé « Qu'est-ce que la philosophie ?» Donc l'art, c'est l'objet de ma communication, c'est ce mode d'expression de pensée qui cherche à renseigner l'homme sur son propre être. L'art est par ailleurs questionnement sur l'être de l'homme, sur l'être des choses, sur l'être du monde et sur l'être tout court. Ce questionnement commence par le regard du monde qui nous entoure, puis par l'art qui est regard aussi. C'est le point de vue de Maurice Merleau-Ponty. Pratiquer un art est une manière pour déclarer son émancipation vis-à-vis de la dictature du « on » pour accéder aux choses mêmes au sens de Husserl, c'est-à-dire à ce que nous percevons. Alors j'en arrive maintenant au deuxième volet de ma communication, lequel volet est consacré au statut de la peinture dans la philosophie de Maurice Merleau-Ponty. L'acception qu'a Merleau-Ponty de l'art est bien évidemment tributaire de sa philosophie. Il est donc nécessaire pour bien saisir la portée de ses propos sur l'art, de les inscrire dans le contexte de sa phénoménologie. Son esthétique, à l'instar de sa philosophie, se focalise sur la perception. Donc la perception, c'est par définition la voie royale et pour la philosophie et pour l'art pour accéder à la vérité. Parce que la perception, elle est considérée comme étant la condition sine qua non de l'insertion de l'homme dans le monde. En vue de mieux saisir le statut qu'occupe la peinture au sein de la philosophie de Maurice Merleau-Ponty, alors lisons, je vous invite à lire, je vais vous lire bien évidemment ce passage que j'ai extrait de L'œil et l'esprit, où Merleau-Ponty dit ceci, je cite, « Le monde du peintre est un monde visible, rien que visible, un monde presque fou, puisqu'il est complet, n'étant cependant que partiel. La peinture réveille, porte à sa dernière puissance un délire qui est la vision même, puisque voir, c'est avoir à distance. C'est que la peinture étant cette bizarre possession de tous les aspects de l'être qui doivent de quelque façon se faire visibles pour entrer en elle. » Fin de citation. Bien sûr, cet extrait que je viens de lire est très significatif pour la bonne et la simple raison qu'il corrobore ce que nous avons déjà dit à propos de la vocation phénoménologique de la peinture. En effet, pour Merleau-Ponty, la vision du peintre est une vision de folie, puisque son horizon d'attente est magistralement élevé, car il vise la possession totale de l'être par le truchement des coups de pinceau sur la toile. Alors la peinture pour Maurice Merleau-Ponty, elle est entendue également comme étant une philosophie. Je cite Merleau-Ponty, « La peinture est une philosophie à faire, c'est elle qui anime le peintre, non pas quand il exprime des opinions sur le monde,
mais à l'instant où sa vision se fait geste. Quand dira Cézanne, bien sûr, le peintre pense en peinture. Il habite le monde en peintre. Si Hölderlin disait que le poète habite le monde en poète, Merleau-Ponty dit que le poète, finalement, que le peintre habite le monde, bien évidemment, en peintre. L'être habite le monde en peintre. Selon Merleau-Ponty, l'œuvre du peintre est comparable à celle du philosophe. Si un philosophe vise la possession intellectuelle du monde, ce que vise le peintre est la possession artistique du même monde. Peinture et philosophie ont ceci de commun, en l'occurrence, décrire aussi fidèlement que possible le monde tel qu'il est vu et déployé devant nos yeux. Alors l'objectif du philosophe phénoménologique, c'est de pouvoir, par le retour aux choses mêmes, par une sorte de réduction phénoménologique, de communiquer ce qu'il voit à ses semblables, par le moyen des mots et des concepts. D'ailleurs, le philosophe, il est défini par Deleuze comme étant celui qui forge, qui fabrique les concepts. Alors la tâche assignée au peintre est presque la même. Elle pourrait même la dépasser, en ce sens qu'elle peut remplir cette même mission d'une manière plus tangible sans recourir au concept. Donc il est manifeste que pour Merleau-Ponty, la peinture est foncièrement liée à la possibilité d'approfondir le problème de la perception. Ce, par le biais d'un certain apparaître sur l'étoile. Peindre, pour Merleau-Ponty, n'est rien d'autre que s'ouvrir au surgissement du monde, communiquer avec le monde et l'appréhender tel qu'il se révèle en nous, dans et par la peinture. Selon Merleau-Ponty, je cite, « C'est en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture. » Fin de citation. Peindre serait donc un moyen pour habiter le monde, puisque l'art n'existe que par le monde et pour le monde. La peinture est donc un emprunt fragile de ce monde déjà là, un théâtre du monde, dans la mesure où tout tableau, dit Merleau-Ponty, est un monde qui s'offre à voir, à apparaître. Fin de citation. Cependant, le peintre, par les touches de son pinceau, ne cherche pas à suggérer un monde, mais à présenter ou à exprimer le monde lui-même dans son apparition. Parce que l'art n'est pas à concevoir comme imitation, l'art n'est pas une mimésis, l'art n'est pas une représentation du monde perçu, qui propose bien évidemment un monde bis. L'art propose plutôt la reprise de notre existence d'emblée dans ce monde que le peintre cherche à donner à voir par le biais de sa toile. La création artistique est bel et bien une perception. C'est ça la thèse que Merleau-Ponty cherche à défendre. La peinture, c'est le prolongement de la vie perceptive, parce que la tâche du peintre consiste justement à donner à voir une idée du visible, c'est-à-dire que le peintre, en peignant, il exhibe un monde comme s'il s'agissait de le voir pour la première fois. Le rôle de l'artiste est donc de réveiller en nous le monde que nous habitons en projetant ce qui se voit en lui. Dans cette perspective, l'esthétique instaurée par Merleau-Ponty est foncièrement ontologique. Bien sûr, par rapport à la peinture, Maurice Merleau-Ponty est tombé sous le charme des peintres impressionnistes, parce que ces peintres impressionnistes ont instauré une nouvelle approche de voir le monde. C'est ainsi que le monde n'est plus vu à travers le modèle de la représentation picturale du classicisme, bien évidemment hérité de la Renaissance italienne, dans lequel les choses et les objets sur la toile sont toujours arrangés grâce à la technique de trompe-l'œil. Bien sûr, un objet pictural sur une toile impressionniste se montre toujours plus ou moins illuminé ou sombre selon les conditions d'éclairage selon lesquelles il est situé dans un monde d'ambiance précis. Donc, bref, sorti des mains d'un impressionniste, un objet pictural
c'est la restitution d'une chose par la vision du peintre qui est fasciné par cet objet au sein de l'atmosphère dans laquelle il est immergé. Alors, Merleau-Ponty, bien évidemment, en travaillant sur Paul Cézanne, c'est le peintre qu'il vénère. Bien sûr, il revient sur le contact charnel du corps avec le monde, puisque le corps propre, c'est, si vous voulez, le concept clé de sa phénoménologie. Il revient également sur le véritable rôle de la perception pour penser toutes les problématiques liées à l'art. Chemin faisant, il consacre 2 de ses livres, à savoir L'œil et l'esprit et Sens et non-sens, pour exposer ses idées sur l'art, plus précisément sur la peinture. Aux yeux de Merleau-Ponty, le seul peintre qui ait réussi à avoir accès aux choses mêmes, qui ait réalisé la réduction phénoménologique, au sens où l'on entendait Husserl, est bel et bien Paul Cézanne. Pourquoi Paul Cézanne? Tout simplement parce qu'il a peint la nature en revenant à ce monde primordial. Je le cite. Voilà pourquoi ces tableaux, c'est-à-dire les tableaux de Cézanne, donnent l'impression de la nature à son origine. Fin de citation. La peinture cézannienne et l'ontologie phénoménale merleau-pontienne sont liées comme les 2 faces d'une seule pièce de monnaie. Je cite encore Merleau-Ponty. Le génie de Cézanne est de faire que les déformations perceptives par l'arrangement d'ensemble du tableau cessent d'être visibles pour elles-mêmes quand on le regarde globalement et contribuent seulement, comme elles le font dans la vision naturelle, à donner l'impression d'un ordre naissant, d'un objet en train d'apparaître, en train de s'agglomérer sous nos yeux. Fin de citation. Donc le génie de Cézanne, c'est le qualificatif que Merleau-Ponty attribue à Paul Cézanne. Le génie de Cézanne n'est pas à entendre seulement d'un point de vue technique, mais aussi et surtout d'un point de vue philosophique. Parce que Cézanne, il est animé par une vision éminemment phénoménologique. Pourquoi? Parce qu'il a effectué la réduction phénoménologique, d'abord en refusant de suivre les écoles artistiques dominantes. Il a refusé également de suivre les positions artistiques alternatives de la tradition, bien évidemment, non examinée. Aussi parce que Paul Cézanne, c'est un génie, parce qu'il a pensé le monde par le biais de la peinture. Je cite Merleau-Ponty, « Cézanne veut peindre la matière en train de se donner forme, l'ordre naissant par une organisation spontanée. C'est ce monde primordial que Cézanne a voulu peindre, et voilà pourquoi ces tableaux donnent l'impression de la nature à son origine. » Fin de citation. Il est donc clair que rien ne s'applique mieux à ce que vise le philosophe que le peintre qui aurait tenté de manifester visuellement ce qui se produit dans notre approche charnelle du monde concret. Il nous reste combien, Monsieur le Président? 3 minutes. D'accord. Alors, Cézanne a d'ailleurs parfaitement réussi à montrer les choses en train de se constituer, en train de fleurir et de surgir. Voilà la chose qui va bien sûr frapper Merleau-Ponty, qui va frapper terriblement Merleau-Ponty, et pour lequel Merleau-Ponty est considéré à juste titre comme étant un génie, parce qu'il a réussi bien sûr à montrer les choses en train de se concrétiser. Chez Cézanne, Merleau-Ponty a pu trouver une réflexion concrète sur la perception, qui n'est plus conçue comme un acte intellectuel parfait ou un jugement confus, mais plutôt comme l'application de notre corps au monde sensible. En parcourant les idées de Maurice Merleau-Ponty développées dans Sens et non-sens et dans L'œil et l'esprit, il semble que ces idées illustrent parfaitement ce qu'avait déjà énoncé Paul Klee, qui est un peintre très connu à propos de l'art. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. C'est pourquoi dans le visible et dans Sens et non-sens, Merleau-Ponty déclare que la peinture ne célèbre jamais d'autre énigme que celle de la visibilité.
Ce n'est pas, bien évidemment, pour inscrire la peinture dans telle ou telle prétention mimétique. C'est ce que nous avons déjà dit. La peinture n'a pas pour vocation d'imiter ou bien de représenter fidèlement le monde, parce que la peinture n'évoque rien, et notamment, elle n'évoque pas le tactile. Elle donne existence visible à ce que la vision profane croit invisible. Donc, dans la peinture de Cézanne, s'établit un lien avec le perçu qui est déjà assumé et déployé de telle manière que la peinture elle-même se métamorphose et change de statut, tout en dépassant les oppositions classiques du figuratif et de l'abstrait vers une autofiguration. Alors, dans l'optique de Merleau-Ponty, l'œuvre d'art se constitue sur la fausse évidence du voir. Elle est très à cheval sur la dichotomie visible et invisible. L'art pratique une théorie magique de la vision, en infligeant à ce que nous croyons visible un désordre qui lui est propre. Donc l'esthétique de Maurice Merleau-Ponty, pour conclure, c'est un appel constant à voir bien, à regarder bien, de près ou de loin, à nous servir de nos propres yeux plutôt que de voir par les yeux des autres. Si nous regardons individuellement, c'est collectivement que nous voyons. Ce voir collectif s'élabore bien évidemment dans le musée imaginaire de notre patrimoine visuel.